Hezbollah posséderait bien une unité secrète aux portes du Golan syrien. Confirmation faite du moins par l'armée israélienne. Ce mercredi, vidéo et photos à l'appui. Une manière de confirmer que la milice chiite, pilotée par l'Iran, ne renoncera jamais à en découdre avec Israël, y compris sur le front syrien. C'est l'un des thèmes abordés cette semaine dans le Flash Actu Défense, présenté par Myrim Aman. Restez avec nous, en entretien exceptionnel dans un instant avec un général israélien de réserve accusé par les États-Unis d'avoir vendu illégalement des armes au Sud-Soudan. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. On démarre tout de suite avec la révélation par Tsahal du dossier Golan. Il s'agit de l'installation d'une nouvelle base terroriste du mouvement chiite en Syrie. Objectif, perpétrer des attentats en Israël. Écoutez. Depuis 2018, il y a beaucoup de changements à la frontière avec le Golan. L'armée syrienne a reconquis ce territoire et repris ses positions initiales, cette fois accompagnée par des combattants du Hezbollah. Ces combattants tentent depuis l'année dernière d'ouvrir un nouveau front contre Israël et d'ébranler l'équilibre sécuritaire. Pour brouiller les pistes, le Hezbollah aurait l'intention de recruter des Syriens des villages voisins. Et à la tête du réseau, Ali Moussa Dakbouk, recherché par les États-Unis pour des attaques meurtrières en Irak. Ce n'est pas la première fois qu'Israël met en lumière les activités du Hezbollah en Syrie, mais selon les renseignements militaires israéliens, cette fois, Bachar al-Assad n'aurait pas été mis au courant des projets du Hezbollah. Le voilà, averti grâce à Israël. On passe à présent à cette autre information. Israël est 8e sur 67 au rang des pays exportateurs d'armes dans le monde. C'est ce que révèle le rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Ses principaux clients sont l'Inde, l'Azerbaïdjan et le Vietnam. Selon le même rapport, Israël est également 15e sur 40 pays, cette fois importateur d'armes. Ses principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. Enfin, on termine par cette condamnation, la première du genre en Europe, celle de Mehdi Nemmouche. Le terroriste français reconnu coupable de 4 assassinats au musée juif de Bruxelles en 2014 écope de la peine maximale, la perpétuité. C'est la première fois qu'un terroriste est jugé et condamné pour un attentat perpétré sur le sol européen. Il a été qualifié par la cour d'assises de Bruxelles de psychopathe, dangereux, sans remords et antisémite. C'est la fin du journal Sécurité Défense. Je vous laisse en compagnie de vos invités. Mathias, excellente soirée. Israël Ziv, merci d'être avec nous. Vous êtes un général de réserve de l'armée israélienne. On va rentrer directement dans le vif du sujet. D'ailleurs, première fois que vous vous exprimez sur une télévision internationale. Vous êtes sous le coup de sanctions américaines pour avoir vendu plus de 150 millions de dollars d'armes au Sud-Soudan. Et vous, général Ziv, vous niez en bloc. Je dément totalement ces accusations. C'est en fait 150 millions de mensonges qui ont été portés contre moi. Je suis innocent et en fait, depuis le 14 décembre, lorsque l'information est sortie dans les médias, ma vie a changé et c'est le combat de ma vie pour me prouver mon innocence. Justement, vous parlez de combat de votre vie. Est-ce que ce n'est pas trop fort? Parce que vous avez combattu sur le terrain, notamment au sud Liban. Oui, toute ma vie, j'ai combattu et j'ai été dans des situations difficiles, des balles tout autour de moi et des amis qui sont tombés. Mais ces combats au Liban ou d'autres endroits, l'ennemi était en face et j'avais les moyens de faire face. Là, on me tire dans le dos et l'ennemi se cache. J'ai aucun moyen de le retrouver ou de me défendre contre ces sanctions. Je ne sais même pas comment m'affronter à ça. Alors on voit les images qui tournent juste à côté de vous. Si ce n'est pas vous, c'est qui? Parce qu'il y a un recours déposé à la Cour suprême contre vous, ou Benny Gantz d'ailleurs y est cité, pour vous avoir ouvert les portes du ministère de la Défense. Je crois que vous avez une audience le 30 mai au tribunal correctionnel. Oui, beaucoup de personnes tentent apparemment de faire de la politique sur mon dos, et même dans l'État Israël, on fait ça pour vérifier les faits, sans vérifier les faits, ce qui s'est passé, mais leurs affirmations
et l'implication de l'État d'Israël et même mon implication d'Israël vivre dans cette affaire n'a aucune base concrète et il va falloir me défendre devant la justice pour démolir ces arguments. Moi, je n'ai rien à cacher et depuis qu'ils ont annoncé ces sanctions avec ces accusations très lourdes, je suis tout de suite allé dire, mes amis, vérifiez, moi et les sociétés pour lesquelles je travaille, nous sommes très fiers de ce que nous avons fait. Nous avons des projets agricoles extraordinaires, du sionisme total en Afrique et toutes les accusations n'ont aucune base, comme si ou en partie ou entièrement. Et nous disons, s'il y a quelque chose dans ces accusations, menez une enquête. Nous sommes ouverts à toutes les enquêtes. Deux questions en une. Est-ce que oui ou non, Benny Gantz vous aurait ouvert les portes du Sud-Soudan? Et deux, si ce n'est pas vous, alors qui a vendu ou pas des armes au Sud-Soudan? Est-ce qu'Israël dérange? Benny Gantz est un ami de longue date, mais il n'a aucun lien avec cette affaire, aucun lien d'affaires, aucune relation. Dans ce milieu-là, je l'ai précédé, il n'y a aucune relation avec Benny Gantz. Apparemment quelqu'un de très important, a été devant les caméras et a essayé de créer un lien devant les caméras, mais il n'y a aucun lien, c'est pathétique. La question qui vraiment a vendu ces armes, c'est une grosse question pour moi. En Afrique, il y a des intérêts de tous les pays. Il y a des acteurs différents et très lourds, les Américains, les Chinois, les Iraniens aussi tentent de vendre des armes. Et même Israël tente ces dernières années d'entrer sur le marché africain. Et selon moi, je suis tombé victime d'un jeu qui me dépasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Israël dérange en Afrique? Je pense qu'il y a plein d'intérêts qui n'aiment pas beaucoup l'implication israélienne en Afrique. L'Afrique est un espace qui est, comme je l'ai dit, des intervenants de poids qui tentent d'avoir une influence là-bas, des choses très lourdes. Et sur ce problème, l'implication d'Israël semble vraiment problématique parce qu'enfin, les Israéliens ont un avantage. Nous avons l'expérience, nous avons l'innovation, la capacité d'amener des technologies nouvelles. Et nous avons même pas peur d'entrer sur des terrains que nous ne craignons pas d'entrer dans ces terrains. Quand on se trouve dans un pays qui n'a pas achevé ses guerres et avoir un projet agricole comme nous le faisons, c'est extraordinaire. C'est vraiment c'est du sionisme comme en Israël. Il n'y a personne qui peut prendre ces risques-là. Et je ne parle pas des difficultés physiques, des autres difficultés pour faire une action de ce type. Il y a des gens qui sont jaloux. Une question très simple. On n'a pas le droit de vendre des armes de manière illégale. On a le droit de vendre des armes lorsque c'est approuvé par le gouvernement. Est-ce que vous avez à un moment ou un autre de votre vie vendu des armes de manière légale? Du jour où j'ai mis en place ma société, il y a 12 ans, ma société n'a jamais demandé d'autorisation, n'a pas reçu d'autorisation pour vendre des armes et ne s'est pas intéressée à la vente d'armes. Nous faisons du conseil de sécurité nationale, mais nous avons une ligne rouge très claire. Des armes, des munitions et du matériel militaire, jamais nous sommes occupés de cela. Pas au Sud-Soudan et nulle part ailleurs. Et nos actions, nos activités sont des activités de stabilisation des systèmes et des gros projets et même des petits dans l'agriculteur. C'est pas petite ferme, c'est dans tout le pays. C'est pour améliorer l'économie de ce pays. Et vraiment, nous n'avons jamais vendu d'armes ou de munitions. Et je reviens là-dessus. Ces accusations sont fausses totalement. Dernière question pour clore cette interview, moins personnelle cette fois, elle concerne la situation sur le terrain. Le Hezbollah aurait donc bien une unité à la frontière du Golan, on vient d'en parler. Et selon mes sources,
se servirait de transférer des armes en Syrie. Votre réaction ? Il n'y a aucun doute que l'Iran a un agenda, un projet très clair, relier le Liban avec la Syrie comme un front unique qui est offensif et dirigé vers l'État d'Israël avec plusieurs couches, même dans sa capacité terrestre, même dans sa capacité de tir de missiles balistiques et de facto, le Hezbollah tente par tous les moyens de mettre en œuvre ce projet au Liban, mais aussi en Syrie. Les activités israéliennes gênent le succès de ce projet, les infrastructures, mais n'enlèvent pas la volonté du Hezbollah de construire ces infrastructures. Et nous continuerons à nous affronter à ceci pour assurer la sécurité de la frontière israélienne. Et nous devons trouver les réponses, de nouvelles réponses. Comment empêcher l'implication iranienne au Sud-Liban. Merci beaucoup Israël Ziv d'avoir été avec nous. Je rappelle que c'est la première fois dans une télévision internationale que vous venez vous défendre face aux sanctions qui sont émises contre vous par l'administration américaine. Merci d'avoir choisi Défense pour vous exprimer. Et vous reviendrez ici au moment où justement le combat juridique aura commencé. Merci Israël Ziv d'avoir été avec nous. Allez, on parle justement de ces conseils et de cette expertise, de ce savoir-faire israélien avec cette société Bird Aerosystem que nous avons filmé au cours de cette semaine. Ces systèmes notamment permettent d'empêcher des tirs de missiles tirés par les pôles d'atteindre des avions civils. Regardez. Au cours des 25 dernières années, plus de 40 avions civils ont été la cible d'attaques à l'aide de missiles tirés à l'épaule, entraînant la destruction de plus de 20 appareils. Face à cette menace permanente, une société israélienne, Bird Aerosystem, aurait trouvé la parade. Nous avons développé récemment un nouveau système capable de perturber les missiles tirés à l'épaule grâce à un rayon laser, comme si nous emmenions un iPhone dans le monde des Nokia. Comment ça marche? Le système est plutôt simple, selon l'expert en sécurité de défense aérienne de cette société. C'est en 3 phases. Premièrement, comprendre qu'il s'agit vraiment d'un missile et non d'un leurre. Ensuite, le suivre de manière très précise. Et enfin, le perturber en diffusant un rayon laser sur la tête d'ogive. Et les exemples dans le passé ne manquent pas. Le 28 novembre 2002, des djihadistes d'Al-Qaïda visent un avion de la compagnie nationale israélienne El Al au Kenya. Une compagnie qui est déjà équipée du système de protection Bird. Résultat, de plus en plus de chefs d'État étrangers équipent leur appareil de ce système. Notre société protège un nombre assez conséquent de présidents et de premiers ministres lorsqu'ils sont dans les airs, notamment dans les zones jugées ultra sensibles. Je peux confirmer que nos systèmes sont déjà opérationnels dans des zones extrêmement complexes et ont déjà prouvé qu'ils ont été efficaces lorsque des missiles ont attaqué des avions qui survolaient des zones de conflit. Impossible d'en savoir davantage. Secret défense ou plutôt secret marketing. Autre expertise de cette société, c'est aussi savoir surveiller les frontières du ciel. Et pour ça, ils font appel à d'anciens pilotes de chasse. Notre plateforme opérationnelle nous permet ainsi de surveiller des installations sensibles depuis les airs et sur une très grande distance. Grâce à nos systèmes, on parle de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et de prévenir une force au sol ou dans les airs afin de pouvoir attraper des voleurs de gaz ou des terroristes prêts à passer à l'action. Nous savons ainsi d'un côté protéger les good guys lorsqu'ils sont dans les airs, d'un autre aider les pays à protéger leurs installations stratégiques au sol et dans les mers et à ainsi attraper les bad guys. L'un des principaux clients de cette société, l'armée américaine, les Nations Unies, sans oublier Israël.
Allez, on prend la direction de Londres où nous attend Richard Walton, ancien commissaire dans le département de contre-terrorisme à Scotland Yard. Bonsoir. Comment vous jugez la décision de votre gouvernement de considérer totalement le Hezbollah comme entité terroriste ? C'est une décision de notre ministre de l'Intérieur. Avant cela, le gouvernement britannique avait décidé de faire la distinction entre la branche militaire et la branche politique du Hezbollah. Comme vous le savez, ce n'est plus le cas aujourd'hui et le ministre de l'Intérieur est parvenu à la décision que ces deux parties sont indissociables et doivent être considérées comme une seule et même entité. Et le Hezbollah est donc maintenant interdit. Cette décision du ministre de l'Intérieur se base sur les renseignements des services secrets dont il disposait à ce moment. Est-ce qu'on doit prévoir une hausse du niveau d'alerte à cause de cette décision justement sur le territoire britannique ? Il n'a pas mentionné de menaces spécifiques émanant du Hezbollah. Il s'agit plutôt d'une opinion selon laquelle il ne peut pas y avoir de séparation. Il n'y a pas de différence entre la branche militaire et la branche politique du Hezbollah. D'autres pays avaient déjà adopté ce point de vue depuis quelque temps et le Royaume-Uni a décidé de suivre lui aussi cette ligne de conduite. Monsieur Walton, est-ce que le Mossad a joué un rôle dans cette décision selon vous ? Je ne peux rien dire à ce sujet. Est-ce qu'il est réaliste de penser que le Mossad et le MI6 se sont alignés sur leur position ? Je ne peux rien dire à ce sujet non plus. Alors on parle toutefois des menaces globales, des mêmes menaces globales, pardon. Cela fait 20 ans que nous sommes confrontés aux mêmes menaces. Pendant un moment, c'était Al-Qaïda. Mais depuis 2011, nous avons assisté à l'ascension de l'État islamique, dont le territoire est aujourd'hui en train de disparaître. Mais nous craignons que l'EI ait toujours une sorte de califat virtuel et possède encore cette capacité à inciter ses partisans dans le monde entier à perpétrer des attentats terroristes. And the ability to inspire its followers around the world to carry out attacks. So there's certainly no complacency. And the threat Le terrorisme au Royaume-Uni reste au niveau élevé car on est susceptible de subir un attentat. Malgré les événements qui ont eu lieu en Syrie au cours de ces dernières semaines et les dernières défaites de l'État islamique, la menace est toujours présente au Royaume-Uni et le niveau de risque est toujours haut. Et cela devait être le cas encore quelque temps. To the UK from international terrorism remains as severe, so it still remains at the same level, and I think that will continue for some time to come. La lutte contre le terrorisme ne peut qu'être internationale finalement. Yes, of course. I mean, counter-terrorism has to be a global. Oui, bien sûr, le contre-terrorisme doit faire partie d'un effort mondial. Tous les pays doivent s'entraider les uns les autres, car un pays seul ne peut pas mettre un terme au terrorisme, quelles que soient les formes qu'il revêt. La coopération internationale est donc extrêmement importante, mais je pense que la faiblesse qui existe dans les actions antiterroristes n'est pas en rapport avec la coopération entre les États, mais plutôt entre les agences dans les États-nations. Comme nous avons pu le voir en Europe au cours de ces 5 dernières années, il y a toujours eu des efforts conjoints entre la police et les services secrets qui ont toujours mis un point d'honneur à partager leurs données et informations. C'est sur cet aspect qu'il faut poursuivre les efforts, mais je trouve que la coopération entre les États-nations est plutôt solide. But collaboration across nation states is pretty strong, I would suggest. Richard Walton, je repose la question une troisième fois. On ne peut s'empêcher de penser justement à cette coopération entre le Mossad et le MI6. Oui, bien sûr, le Royaume-Uni et Israël ont toujours travaillé en étroite collaboration en termes de lutte antiterroriste. Nous partageons les mêmes inquiétudes et sommes exposés aux mêmes risques. Il est important de partager entre nous les renseignements que nous possédons et de travailler ensemble dans un effort commun. Cela fait plusieurs années que notre coopération existe et je pense qu'elle durera encore longtemps. Merci Richard Walton d'avoir été avec nous, ancien commissaire du département antiterroriste de Scotland Yard. Et pour terminer ce numéro, un invité plutôt exceptionnel dans tous les sens du terme. Son nom,
Gdi. Mais en Israël, c'est Itzik. Ce journaliste chinois de Radio Chine Internationale a décidé d'apprendre l'hébreu en 2005 et il s'est lancé un pari fou il y a quelques semaines d'intégrer l'unité d'infanterie Golani. Regardez un court extrait et on retrouve Itzik depuis Pékin. Oh, j'en peux plus. Je ne sais pas comment ils font ça. Je ne comprends pas. Depuis que j'ai commencé à apprendre l'hébreu, j'ai entendu parler des Golani et je rêvais d'intégrer cette unité. Quand ils ont accepté de me rencontrer, je suis allé à leur base. Vraiment ? En ce moment, ma mère doit être en train de pleurer en Chine. On ne peut pas s'arrêter, n'est-ce pas ? Itzik, bonjour. On vous retrouve donc en hébreu depuis Pékin. D'abord, quel souvenir gardez-vous de ce court passage dans les rangs de Tsahal? C'était tellement bien. Vous ne pouvez pas comprendre. Pour un Chinois qui a grandi en Chine et a étudié l'hébreu pendant 14 ans, avoir soudain l'occasion de venir en Israël et de participer à des activités et formations et manœuvres de Tsahal, et en particulier des Golani, c'est tellement super. Et vous me dites que je vais sillonner tout le pays. Ce n'est pas encore suffisant. Cela fait 14 ans que je m'intéresse aux Israéliens et à l'hébreu. Mais je n'ai pas été plus de 6 à 7 fois en Israël. Cette fois, c'est la bonne, la plus impressionnante. Mais que cherche un Chinois lorsqu'il veut porter l'uniforme de l'armée israélienne? Ok. Que cherche un Chinois dans Tsahal? Tout d'abord, en tant que Chinois, nous recevons des informations des médias, d'Internet. Et ce que nous recevons d'Israël, c'est que c'est un endroit dangereux, avec de nombreux problèmes. Et nous avons peur de nous y rendre. Et en particulier il y a 14 ans, lorsque j'ai commencé à étudier l'hébreu. Ma mère m'a dit tout simplement, ne te rends pas là-bas. Mais je me suis dit, si déjà j'ai appris la langue, je suis bien obligé de visiter l'État d'Israël. C'est la première réaction des gens. À part cela, ces dernières années, nous recevons l'image d'Israël comme d'un pays plein de créativité. Le pays de l'intelligence et de la matière grise. Et Tsahal est l'un des endroits où, selon moi, on développe le plus la créativité, l'innovation. Car l'armée a besoin de la recherche technologique et de son application pour avoir un impact. Quelle différence avez-vous constatée entre l'armée chinoise et l'armée israélienne, justement? Je pense qu'il y a de grandes différences. Lorsque l'on prétend que les Chinois sont assez disciplinés, c'est surtout vrai pour l'armée. Premièrement, il y a tellement de personnel que s'il n'y a pas de discipline et ne font pas ce qu'on leur demande, ce serait le désordre. En Israël, c'est tout le contraire. Les gens ont aussi de la discipline. Mais vous avez aussi cette capacité à chercher la nouveauté. Si par exemple un soldat propose une solution, il peut la mettre immédiatement en œuvre. Et c'est ce qui nous manque. Et pour ceux qui connaissent la culture chinoise, et comme la culture juive est très ancienne, les Chinois sont, selon moi, moins créatifs et plus conservateurs. Alors, le besoin de l'innovation, d'inventer tous les jours quelque chose de neuf, c'est ce que les Chinois ont à apprendre. Itzik, on parle souvent d'un mot en hébreu, balagan. Est-ce que c'est ce que vous avez aussi constaté au sein des recrues des Golani? Là, je dois être franc. Ok. Tout d'abord, je n'ai dit que de bonnes choses sur l'État d'Israël et sur son armée. Mais je pense que Tsahal doit aussi apprendre de la Chine. Dans l'armée chinoise, ils sont plus... disons, ils conservent plus les formes. Si par exemple on parle d'un défilé, alors le défilé sera parfait, comme dans une boîte. En Israël, où les gens tentent en permanence de modifier les choses, dans ce domaine, ils seront moins efficaces que les Chinois.
Regardez des vidéos de cérémonies et vous verrez comment les soldats chinois ressemblent beaucoup plus à des robots. C'est peut-être là une des différences avec Israël. Itzik, merci et je lance l'invitation. La prochaine fois, c'est moi qui porterai éventuellement l'uniforme de l'armée chinoise et Shia Shia en mandarin. Bye. Bye bye. Voilà, c'était Itzik, donc, journaliste de Radio Chine Internationale engagé dans les rangs de Golani, l'infanterie israélienne. Un droit de réponse à présent avant de clore cette émission, le droit de réponse des organisations humanitaires qui travaillent au Sud-Soudan et qui sont partie prenante dans le projet du général Ziv que vous avez entendu dans cette émission. Pendant le temps du fait que le général Ziv soit sous le coup de sanctions américaines, eh bien, les projets sont tout simplement arrêtés et des dizaines, voire des centaines de personnes sont actuellement au chômage. Voilà pour ce droit de réponse. Cette émission est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau, sur les 24 News.